Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Baird et accompagné d'Alexandre Baradez. Alexandre, es-tu là? Oui, je suis là, bonjour à tous. Parfait. Alors a priori, cela fonctionne au niveau du micro. On va juste tester avant de démarrer le partage d'écran. Alors un petit instant, Alexandre, je vais partager l'écran. Donc simplement un changement de slide pour tester. Voilà, a priori, de mon C'est côté, bon, ça ça fonctionne. fonctionne. Je vais simplement changer d'écran, vous mettre la plateforme IG. Ça a l'air de fonctionner également. Alexandre, je te laisse prendre la main et faire le test de ton côté. Oui, je fais le test, merci Christophe. Donc je te laisse prendre la main. Ouais, je suis en train de faire la manipulation. Voilà, ça en route, hein, ça prend un petit peu de temps. Alors a priori, on est toujours sur Je vois l'écran de la l'écran, moi plateforme. je vais... Hmm. Donc là, je t'ai passé la main, hein. Voilà, donc là vous devriez voir. Ok, Voilà, normalement il doit y avoir mon écran en pleine page, et là je passe la slide suivante qui devrait également voilà, défiler. c'est Impeccable. parfait, Alexandre. Je vais reprendre la main pour démarrer. Avec plaisir, à tout de suite. Quelle heure est-il là? 18h30. Eh bien, on est a priori dans les temps. Voilà, donc nous sommes sur la slide donc, de présentation. Alors, je laisse encore quelques secondes avant de démarrer. Vous êtes déjà plusieurs à nous rejoindre et à continuer de nous rejoindre donc sur ce webinaire qui fait partie de la série du Summer Trading Camp qui avait démarré en juillet. J'espère que vous avez toutes et tous passé un bel été. On se retrouve donc ici à la rentrée pour les deux derniers épisodes entre guillemets hein, du Summer Trading Camp. Aujourd'hui, donc, nous allons parler du CAC et du DAX, ainsi que des exemples pratiques sur les turbos. Donc avec Alexandre, Alexandre va nous décrypter les marchés. Et puis de mon côté, je reprendrai des exemples de trading par rapport aux propos d'Alexandre. Et puis demain, j'aurai également l'occasion d'animer le dernier épisode du Summer Trading Camp avec Cédric Damestois, pendant lequel nous reprendrons donc là aussi une situation de marché en direct. Cédric analysera les marchés au travers de différents indicateurs. Et puis nous reverrons le fonctionnement des outils graphiques tels que la plateforme IG et la plateforme ProRealTime. On y va, Alex? On est parti? Voilà, c'est bon de mon côté, donc juste que je reprenne la main sur la présentation, puis je vais commencer par la partie un petit peu Juste, macro alors, d'abord, et puis le CAC pour l'aspect technique ouais, ensuite. juste avant de démarrer, on va représenter euh, ici, voilà, à l'écran, c'est voilà, l'avertissement, le disclaimer que je vous laisse donc quelques secondes à l'écran et puis je te laisse prendre la main Alexandre pour démarrer donc ce webinaire sur la présentation. On commence par quoi? Par le CAC, hein, il me semble, ou le Voilà, DAX? petite partie macro d'abord, petite partie macro rapide, et puis ensuite, effectivement, une analyse technique du CAC 40, et je te laisserai la main juste après. Ok, parfait. Voilà, je te redonne la main. C'est à toi, Merci Christophe. Alexandre.
Merci Christophe. Donc on va démarrer cette présentation par une partie d'abord un petit peu macro mais rapide, hein, quelques slides simplement de remise en contexte de l'évolution des indices actuellement. Donc nous sommes sur une phase effectivement qui est toujours qui est un peu plus volatile que celle que nous connaissions il y a quelques jours. On voit cette phase-là, on mesure la volatilité sur le VIX notamment, même si on va parler des marchés européens ensuite. On voit que cette volatilité qu'on a un peu plus élevée sur la partie américaine ici, vous voyez le VIX qui monte depuis quelques jours, donc ce qui veut dire un indice S&P 500 un peu plus volatile. On a la même chose sur la partie européenne. On voit un CAC 40 qui régresse un petit peu, qui corrige un petit peu. Idem pour le DAX, avec des sujets qui sont à peu près les mêmes pour tout le monde, hein, c'est-à-dire une thématique Chine qui est vraiment redevenue centrale pour beaucoup d'analystes, pour beaucoup d'asset managers avec un risque sur la Chine qui arrive par plusieurs facteurs, par plusieurs côtés, si vous voulez. Vous avez le risque tout d'abord, le rythme de la croissance chinoise. On a des indicateurs qui retombent un petit peu vers la zone des 50, voire en zone de contraction pour la partie des services, par exemple. Et la partie manufacturière est à la limite de la contraction également. On a évidemment le cas Evergrande, hein, ce deuxième plus gros promoteur immobilier chinois qui est au bord de la faillite, où le marché finalement savait que cette situation est difficile, mais la question qui se pose, c'est comment le gouvernement chinois finalement va gérer cette période délicate. Est-ce qu'ils vont aller dans le dur en laissant le groupe faire faillite pour faire un exemple, ou est-ce que entre guillemets, le bon sens l'emportera avec un sauvetage, même partiel du groupe, qui permettrait quand même de poursuivre une partie de l'activité avec un renflouement, pourquoi pas une recapitalisation, pour qu'il continue à produire ses effets sur le secteur immobilier chinois. Donc cette interrogation pèse aussi sur la partie européenne et un petit peu américaine. Et puis la question également du taux de vis réglementaire de la Chine, hein, la Chine qui a sévi sur plusieurs domaines, la santé, l'éducation, les jeux en ligne, voilà, tous ces secteurs, la distribution aussi, hein, la partie tech, voilà, qui a été entre guillemets reprise en main par le gouvernement chinois. Et ça, effectivement, ça pose un problème d'appréciation du risque global sur la Chine. Donc la volatilité qui est légère. On voit bien que la vol qui passe, vous voyez un VIX qui passe de 15 il y a quelques jours à un peu plus de 20, c'est pas non plus une progression fulgurante, c'est quand même un 20-25% d'hausse de la vol, mais historiquement, j'ai laissé cette slide pour bien montrer qu'on n'est pas sur un niveau de volatilité absolument extraordinaire. Voilà, on a connu dans des phases pas si lointaines que ça, des niveaux de vol à, vous voyez, à un peu plus de 30 ici, et sans parler évidemment de l'année dernière, des épisodes, je ne parle pas du pic ici, mais des épisodes à plus de 40. Donc, c'est quand même une volatilité qui est faible, mais un peu plus élevé, et on voit surtout que les creux de volatilité sur la partie américaine se redressent un petit peu. Il y a la thématique du tapering également, donc les grosses thématiques, c'est la Chine d'un côté, la question du tapering des banques centrales de l'autre, c'est-à-dire le ralentissement des achats d'actifs, on a cette réflexion. Et puis aussi, ce qui peut freiner les marchés un petit peu en ce moment, et depuis quelques jours, c'est cette réaccélération du prix de l'énergie. On voit avec le gaz, on le voit avec l'électricité, les contrats sur l'électricité, on le voit avec des thématiques qui n'ont rien à voir avec le très court terme, mais l'uranium, par exemple, hein, qui est beaucoup joué sur les marchés actuellement à la hausse. Voilà, on voit que toute cette thématique, encore une fois, pétrole, énergie autre, repart à la hausse. Et voilà, et tout ceci, sont des vents contraires pour les entreprises, pour les marges, pour le sentiment général, avec une confiance des consommateurs. On a vu qu'il est un petit peu retombé du côté des États-Unis. Voilà. La Juste, Chine, oui, Alexandre, pour revenir donc sur la slide précédente, hein, oui, pour les personnes qui nous suivent, si on peut juste en quelques secondes reprendre la définition du VIX, hein, puisque le VIX, c'est oui, ce qu'on appelle également l'indice de la peur. C'est un indice qui mesure donc la volatilité des marchés, en quelque sorte la sensibilité. Donc c'est un indicateur qui est quand même regardé par une grande majorité des acteurs de marché. C'est vrai que sur le graphe que tu nous as repris ici, on voit que le VIX a atteint un sommet historique en mars 2020, suite au début de la crise du coronavirus, hein. On oui, voit ensuite que la tout à fait. volatilité s'est écrasée à nouveau, et Oui, tout on à fait. est là autour d'une zone quand même assez sensible, hein, puisqu'on parle souvent du niveau des 20, et en général, quand le VIX repasse au-dessus du niveau de 20, en général, de nouveau, le marché commence à redevenir tendu, et Oui. on assiste à des mouvements donc, de volatilité importante. Qui dit volatilité dit justement mouvements entre les plus hauts et les plus bas qui sont quand même assez erratiques et brutaux. Voilà, c'est ça. Le vent, on le voit même derrière cette zone, quand on dézoome un peu, ici en juillet, par exemple, zone support donc, hein, on voit bien la zone, ça tape ici, ça retape ici. C'est effectivement une vraie zone psychologique. On voit quand la vol s'envolait ici, régulièrement on allait un petit peu au-dessus de 20, mais
ça retombait très vite et on voit bien qu'effectivement, encore ici, c'est vraiment un seuil technique en fait, technique et psychologique. Et effectivement, après quand ça casse, ou quand ça rebondit, on voit bien que c'est des niveaux d'intérêt. Et là, effectivement, on tricote un peu autour de cette zone de cette zone-là, mais avec une figure qui est quand même assez symétrique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de détente que de tension. Donc le marché globalement marque de nouveaux records dans ce contexte-là, sauf depuis quelques jours où effectivement cette petite hausse de la volatilité, donc qui mesure la volatilité sur les options des actions du S&P 500. Hein. Donc c'est vraiment une mesure assez large de la volatilité des marchés américains, mais quand les marchés américains sont nerveux, très généralement, on a ça également en Europe. La Chine, donc juste pour vous matérialiser un petit peu ce que nous décrivions à l'instant, cette contraction de la partie service, qui, je ne sais pas si elle doit être perçue comme très inquiétante à long terme. C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte d'où nous venons. C'est-à-dire qu'il y avait le choc absolument effroyable ici, hein, le choc de la demande, toutes les économies qui ferment d'un coup, etc. Donc hein, la sidération de la crise Covid. Ensuite, une phase très euphorique qui a suivi avec des niveaux de PMI quand à des records, même pour la partie chinoise ici. On avait également des records pour la partie européenne. Et là, finalement, on a vu ensuite, vous voyez, ça a mis quelques mois, mais on a vu une espèce d'atterrissage comme ça, et puis là, ça atterrit un peu brutalement, mais ça, je pense que ça participe plus à une phase de normalisation de l'économie qui, certes, n'est pas bonne parce qu'effectivement, on retombe en contraction, mais penser qu'on peut être en ligne droite après et continuer à évoluer tout le temps à entre 55 et 60, l'histoire nous montre que les indicateurs d'activité ne sont pas linéaires et qu'effectivement, il peut y avoir, notamment dans les phases très élastiques où vous allez très bas puis très haut, une phase un peu plus médiane, et là, je pense qu'on joue un peu avec cette médiane-là. Donc, ça nécessitera des ajustements du gouvernement chinois, à nouveau de la réinjection un peu de crédit, ce qu'on appelle le credit impulse, hein, qui mesure les injections globales de crédit. Voilà, ça passera par là, ça passera par des mesures de la Banque centrale, ça passera par des mesures bancaires, mais il n'y a plus raison d'imaginer que la Chine sabre son économie non plus complètement. Donc, ça paraît être plus comme une phase temporaire et que le marché price justement en Europe depuis quelques temps, parce que l'économie européenne est aussi dépendante de la Chine par ses exportations. Et donc, voilà, c'est ça qui lie aussi la partie chinoise à la partie européenne, et on le voit au travers des PMI, mais je ne pense pas en revanche que l'on s'oriente vers une double récession, vous voyez, un truc très très profond. Je pense que c'est une réplique de ce qu'on a vu là, mais qui ne sera que temporaire. Tout ceci, donc, on le disait, sur un fond de tapering à venir. Voilà, hein, les deux bilans de la Fed et de la BCE. Donc, on voit ces bilans qui ont explosé à la hausse hein, depuis la crise Covid. Tant que ces bilans ne repartent pas fortement à la baisse, vous voyez qu'il n'y a pas, comme ici pour la Fed, une phase normalisante vraiment installée. Normalement, il n'y a pas de risque d'avoir des accidents majeurs sur les marchés. Mais attention, hein, on peut avoir des bilans qui restent flat comme ça et puis qui baissent un petit peu. Ça suffit à générer hein, des ajustements de marché, quelques prises de gains. Alexandre, est-ce qu'on peut Oui. redéfinir ce qu'est le tapering? Parce que j'imagine que Oui, parmi nos auditeurs, il y en a qui ne savent pas forcément ce qu'est oui. le tapering, même si c'est un terme qui revient beaucoup en ce moment. Oui, À oui, quoi c'est cela le thème. correspond-il? C'est le thème du moment. C'est vrai que le tapering, c'est donc ça signifie réduction des achats d'actifs en fait. Hein. Tout est peur, c'est freine en anglais, donc on freine les achats d'actifs. Si la Fed, ce qui est le cas, nous avait habitués à 120 milliards d'achats d'actifs tous les mois, hein, entre les bons du Trésor et puis les titres de crédit hypothécaire, eh bien, va les passer ensuite à 100 milliards par mois, puis 80 milliards, puis 50, puis à un moment donné, il y aura zéro. C'est ça le tapering. Hein. C'est toute la phase de décélération des achats d'actifs pour arriver à zéro. Et dans une seconde phase ensuite, qui n'est plus le tapering, vous avez les premiers relèvements de taux qui commenceront à se mettre en place. Donc tapering, on met à zéro les achats d'actifs progressivement et dans une seconde phase, on relève les taux. Les relèvements des taux, en tout cas, c'est une histoire plutôt pour l'instant pas avant fin 2022, début 2023, mais c'est clair que l'inflation, alors ce chiffre, vous l'avez vu hier, hein, qui est tombé pour les États-Unis, qui est retombé un petit peu en dessous à 5,3%, mais même si effectivement, on a une petite inflexion récente, on voit bien toute la progression qu'il y a eu sur les prix. Une partie qui est liée, vous savez que dans l'inflation, vous avez des composantes qui sont sensibles à ce qu'on appelle la réouverture de l'économie. Donc ces composantes-là, effectivement, leur inflation sera normalement plutôt transitoire. Il y a des effets d'embouteillage ou autres. Donc ces composantes, on va pas ça les reopening components. Hein, c'est vraiment la partie sensible à la réouverture de l'économie mondiale. Et puis vous avez ensuite une partie qui compose l'inflation aussi, des biens qui sont moins sensibles à la réouverture de l'économie. Et ces biens les moins sensibles à la réouverture ont quand même vu une poussée sur les prix. Et vous ajoutez à cela les prix d'énergie, ça vous donne ces prix qui montent de manière assez phénoménale. Donc l'hypothèse la plus probable, c'est qu'on s'installe quelque temps sur un régime un peu haut avant de rebiquer un petit peu, mais probablement pas quelque chose qui retomberait d'un coup dans des zones de 1 à 2 dans lesquelles nous étions une partie de l'année 2020, ou même sur les régimes que nous étions pré-Covid, où on était plutôt entre 1,5 et 2%. Donc le scénario le plus probable quand même, avec des hausses de salaire qui commencent à apparaître notamment aux États-Unis, c'est d'installer sur des régimes d'inflation qui seraient un peu mixtes, un régime un peu médian d'inflation, mais qui serait supérieur au niveau moyen d'avant-crise, inférieur au pic que nous connaissons actuellement, mais qui pourrait s'étaler dans des zones
plus entre 2 et 3 qu'entre 1 et 2%. Et donc c'est ça qui nécessitera un ajustement des politiques monétaires, parce qu'on voit que, on le disait à l'instant, les matières premières dans leur ensemble, sur des indices comme ça synthétiques de matières premières, il n'y a pas de détente de prix, même si on a vu un peu le pétrole se tasser un petit peu, on a vu le cuivre se tasser un petit peu, le bois de construction aussi. C'est pas pour autant que le secteur dans son ensemble, quand vous synthétisez toutes les matières premières sur un indice, toutes, l'énergie, les métaux, les matières premières agricoles, et ben ça donne ça, c'est un indice que vous avez actuellement à l'écran. Et vous voyez qu'encore aujourd'hui, on a marqué un plus haut sur le prix moyen des matières premières, un plus haut depuis 2015. Et historiquement, je pourrais dézoomer ce graphique et vous montrer qu'on arrive de beaucoup plus haut les années précédentes. Donc, on est encore sur des niveaux de prix qui nous paraissent élevés à court terme, mais d'un point de vue historique, on a connu des prix plus élevés que ça. Donc, ça renforce le sentiment que sur l'inflation, l'effet du prix des matières premières risque encore de perdurer et donc qui ne milite pas en faveur d'une rechute de l'inflation, donc qui milite plutôt en faveur d'un tapering des banques centrales. Je ne dis pas agressif, mais bien soutenu. Voilà, je ne pense pas qu'ils prennent 10 mois ou 12 mois pour arrêter les achats d'actifs. Ça peut être un processus pour la Fed, par exemple, qui pourrait se faire en 6 mois ou un tout petit peu plus. Donc, c'est pas forcément, il ne faut pas attendre un tapering sur 12 mois consécutifs. Ça peut aller plus vite que ça, notamment quand on voit ce genre de graphique. Ça, c'est les prix de l'électricité au Royaume-Uni, par exemple, et vous avez des prix similaires pour l'Allemagne ou autre. On voit vraiment qu'il y a une tension sur les matières premières. Alors, regardez le gaz également. Je mets rapidement le gaz naturel. Effectivement, à court terme, quand on zoome sur cette graphique-là, cette partie-là, on dit ben, wow, c'est énorme, mais on oublie qu'on a connu des niveaux bien supérieurs en 2006, en 2008. Vous voyez, le prix du gaz naturel était monté beaucoup plus haut. Donc, je ne dis pas que ça laisse de la marge de manœuvre à la hausse, mais un peu quand même. Ça veut dire qu'on voit bien la zone basse ici, en dessous de laquelle on n'est plus allé, sur laquelle on a tapé à plusieurs reprises pendant plusieurs années. Et oui, comme n'importe quelle figure, n'importe quel actif, quand à un moment donné les prix ne baissent plus, on va chercher effectivement un petit peu, je dis pas les bornes opposées, mais une zone, voilà, surtout sur des facteurs un petit peu de réouverture là aussi de l'économie, très dynamique un petit peu partout. Voilà, il n'y a pas de, et puis tout le monde veut la matière première parce qu'on a peur d'avoir des pénuries en hiver ou autre. Donc ça génère une espèce de ruée comme ça sur les matières premières et le gaz naturel en fait partie et on n'a pas l'impression que ça puisse retomber très vite tout de suite. Voilà. Donc ça, tout Alors, ceci participe en fait voilà, là c'est la fin de la partie macro, ça participe à cette ambiance inflationniste dans laquelle les banques centrales vont devoir agir. alors, j'ai une question, Alexandre, avant de passer donc en effet sur le CAC 40. Est-ce que par rapport à cette situation, on est plutôt dans une ambiance, je dirais, baissière ou plutôt dans une ambiance haussière? Alors c'est plutôt une ambiance consolidante, je dirais ça. Je ne pense pas, quand on regarde par exemple les marchés européens, et on les verra dans quelques instants, ça ressemble effectivement à une phase de la réouverture qui a déjà commencé il y a quelque temps des économies produit toujours ses effets, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire que c'est bien pour la dynamique économique, mais c'est mauvais pour les embouteillages mondiaux au niveau de la logistique, des porte-containers qui restent bloqués dans les ports américains, etc., parce qu'il n'y a pas assez de gens pour les décharger, pas assez de capacité. Donc, il y a d'un côté le sentiment positif que finalement la demande est bien là, elle repart, etc. Donc, c'est plutôt positif pour l'économie globalement, mais ça génère du coup des contractions à court terme parce qu'il y a beaucoup de demandes et du coup on n'arrive pas à tout satisfaire. Et puis ça génère des tensions sur les matières premières. Donc ça peut être pour le bilan des entreprises et pour les coûts de revient, c'est plutôt à court terme un vent contraire que le marché est en train de pricer un petit peu depuis quelques jours. La correction qu'on a sur l'Europe, sur les États-Unis aussi légèrement, c'est un peu ce pricing-là en fait. Mais selon moi, c'est pas un facteur baissier durable, à moins que ça dégénère complètement avec des matières premières qui s'envolent totalement. Mais normalement, on voit que certains États, quand même comme la Chine, délivrent les réserves stratégiques. Elles commencent à remettre sur le marché une partie des stocks de pétrole stratégiques. Voilà, ça fait partie des choses qui sont faites par les États qui ne veulent pas justement dans une phase de reprise avoir une invasion du prix des matières premières qui viennent ronger les marges d'entreprise au moment où elles ont au contraire besoin d'entrer une bonne dynamique. Donc c'est un vent contraire, je dirais, court, moyen terme, ça qui peut durer quand même quelques jours, quelques semaines, peut-être même quelques mois d'ici la fin Consolidation. de l'année. Consolidation, voilà, après une belle phase de reprise des marchés, mais je ne pense pas que ce soit un vrai un vent qui nous ramène en récession et qui fasse replonger les indices de 20%. Voilà. Peut-être des corrections encore sur la partie européenne qu'on verra de quelques pourcents, mais au-delà de ça, je ne vois pas un gros risque par rapport à ça. Allez, on jette un œil sur le CAC? C'est parti, donc une figure que pour ceux qui suivent le Market Live, vous connaissez déjà un petit peu. On va déjà commencer par le CAC très dézoomé hors dividende. Donc c'est bien de recadrer un peu les niveaux historiques. J'insiste pour la partie hors dividende, parce que le CAC, dividende inclus, il a touché il y a quelques jours des niveaux records. Celui qu'on trade, celui qu'on surveille, c'est le CAC hors dividende que vous avez actuellement à l'écran, qui a flirté avec son sommet historique, vous voyez, il y a quelques jours, à quelques dizaines de points près. Et puis on est venu se reloger dans une zone, vous voyez, comprise dans une grosse oblique ici, et une oblique inférieure qui est ici. Vous voyez cette zone que le marché a déjà travaillé en fait, dans la phase de rallye ici,
pam, on tape l'oblique supérieur, on corrige sur l'oblique inférieur, formé par ces 3 points bas que vous avez ici, 2011, 12 et 14, vous reliez ça, retestez ici encore, vous voyez, on l'a retesté encore ici, et en fait cette zone intermédiaire qui sert un petit peu de matelas amortisseur au CAC 40. Et je pense qu'elle va continuer à jouer ce rôle-là. C'est-à-dire que sur des phases un peu plus craintives, des politiques monétaires à court terme, on peut encore descendre un peu dans cette zone, vous voyez, vers des 6400 points, 6350. Je vais zoomer un peu après sur la zone. Mais vous voyez, d'un point de vue large comme ça, je pense que cette grosse oblique ici, elle va jouer un rôle de support. Et si vraiment il y a un accident, vous voyez, parce qu'il y a un tapering plus musclé que prévu de la Fed dans quelques jours, et parce que les matières premières montent toujours, parce qu'il y a une faillite d'Evergrande qui contamine un peu le marché globalement, dans un cas, pour moi, qui sera un cas extrême, hein, on pourrait retomber à 6100. Vous voyez, donc par rapport au niveau actuel, ça fait 500 points de perdus supplémentaires. C'est pas non plus la fin du monde, c'est même pas 10%. Mais disons, voilà, moi je pense que dans une situation normale, où il n'y a pas de faillite majeure en Chine, d'Evergrande, en tout cas pas de répercussions plus fortes que ça, où le prix des matières premières monte, mais sans étouffer l'économie, et où les banques centrales font un tapering modéré, normalement, cette zone de prix, entre 6350 et la zone haute ici, vers 6007, est censée contenir les mouvements du CAC 40 avant de continuer la trajectoire haussière. Et vous voyez, si je zoome un petit peu à court terme, voilà la zone en dessous de laquelle j'ai fait ça tout à l'heure, il y a quelques heures, donc on est passé un petit peu en dessous du support des 6600 points. Vous voyez que la zone qu'on trouve en dessous, qui n'est pas très loin, c'est cette oblique, vous voyez, qui passe par les sommets de novembre, décembre, qu'on retape ici, qu'on retape encore ici. Voilà, le risque, il est que le marché, à un moment donné, décroche un peu plus. Mais quand je mets décroché, vous voyez, c'est toute proportion gardée. On passerait de 6006 vers des 6460, 6450. Voilà, c'est ces zones-là que le marché pourrait rechercher en zone support de manière initiale, des zones un peu horizontales vers 6004. Voilà. Déjà, si on a un marché qui passe de là à là, cette zone-là devient une zone, je trouve, d'intérêt pour se repositionner à moyen terme à la hausse. Voilà. Pour être, vous voyez, à court terme, par contre, se dire là, est-ce que c'est une opportunité de rentrer maintenant sur le CAC? Moi, je préférais qu'on ait des mouvements, et ça, Christophe le traduira après sur la partie turbo, mais qu'on ait des mouvements de dynamique haussière. Tant qu'on a, vous voyez, un deuxième sommet qui est plus bas que le précédent, qui a cette hésitation par rapport à des niveaux, vous voyez, l'oblique que vous avez ici, vous la reconnaissez peut-être, c'est celle-ci en fait, hein, c'est la grosse oblique, vous voyez, qu'on voit là. Si je zoome, hop, c'est l'oblique que vous avez ici. Oui, donc on repasse sous l'oblique. Donc il faudrait au moins qu'on ait un CAC qui perfore les 6800, vous voyez, avec un peu de vitesse, qu'on ait senti un peu de double bottom comme ça. Et là, pourquoi pas effectivement commencer à chercher un travail à nouveau haussier court terme sur le CAC 40. Pour l'instant, c'est plutôt un peu de défiance, risque de corriger jusqu'ici parce que le support à 6006 est à l'épreuve depuis quelques jours et qu'on passe un peu au travers. Donc pour l'instant, le risque me semble plus être orienté vers les 6450, mais qui en soit mesuré comme risque. Hein. Ça ferait quoi, 2% de baisse, 2 à 3% de baisse si on allait dans ces zones de prix. Voilà à peu près le risque que je perçois sur les quelques jours qui arrivent. Voilà. Alors justement, on va prendre un exemple sur les turbos. Donc je te propose de reprendre la main, Alexandre. Ah oui, alors, je Je vais vais... juste. Si tu peux reprendre la main tout seul, dis-moi, ou sinon je. Ouais, Oui, parfait. normalement, je vais pouvoir reprendre la main comme un grand sur la plateforme. Voilà, juste avant de passer sur un exemple concret donc sur les turbos, petit rappel rapide sur le fonctionnement des turbos, bon, sachant que durant le Summer Camp cet été, nous avions une session dédiée justement au fonctionnement des turbos. Donc ce sont des produits qui cotent 24-24, 5 jours sur 7, du dimanche au vendredi. Alors vous allez me dire comment on peut coter un produit comme le CAC 40 en dehors des heures de marché? Eh bien tout simplement, c'est une cotation électronique. Et justement, il y a un principe par rapport au Turbo 24, même si le turbo cote en dehors des heures de marché, c'est-à-dire au-delà de 17h30, notamment sur l'indice, eh bien, il n'y a pas de désactivation la nuit. Ça veut dire que si la barrière de désactivation du turbo est touchée, le turbo n'est pas désactivé. On attendra le lendemain à la réouverture du marché à 9h, et si en effet le marché est toujours en votre défaveur par rapport à la barrière, eh bien le turbo sera clôturé. Sinon, vous conservez la position. Parce que souvent la question qu'on a, c'est oui, mais la nuit, si ça vient toucher, etc., ma position sera désactivée. Eh bien, en l'occurrence, sur le turbo, ça n'est pas le cas. Il n'y a pas de désactivation nocturne en cas d'atteinte de la barrière de désactivation, contrairement à un CFD, par exemple. Alors, sur les sous-jacents que vous allez pouvoir trader, donc bien sûr les indices, c'est ce qu'on va voir ici au travers d'un exemple sur le CAC 40. On peut trader également les paires de devises, les matières premières. Alexandre tout à l'heure parlait du pétrole. Le pétrole, peut-être, on peut le négocier au travers des turbos. Et puis, depuis une dizaine de jours, vous avez également la possibilité de trader les actions européennes et également actions US. Au total, une cinquantaine d'actions pour le moment disponibles donc au travers de l'offre Turbo.
La cotation, bien sûr, est exclusivement en euros. Vous allez pouvoir choisir votre barrière de désactivation. Vous allez voir, on va reprendre un exemple, notamment par rapport aux différents niveaux qu'Alexandre a évoqués. Donc, ce que je vous disais, pas de désactivation en dehors des heures de cotation du sous-jacent. L'effet de levier, il est à partir de 3. Vous allez voir, il est affiché hein, sur la plateforme. C'est un produit qui n'a pas d'échéance. Le pricer qui est intégré au module de passage d'ordre, là aussi je vais vous montrer, vous allez avoir une petite astuce. Si vous souhaitez liquider votre position par rapport à un niveau dans le marché, vous allez pouvoir avec le pricer déterminer le prix du turbo. L'émission intraday, donc ça c'est lorsque la volatilité est très importante. On va dire que toutes les barrières sont désactivées d'un côté, que ce soit en turbo long ou en turbo short. Eh bien l'émetteur avec lequel on travaille euh, réémet de nouvelles barrières de désactivation tout au long de la journée, contrairement à un émetteur classique qui, lui, va recréer des turbos en général à partir du lendemain. En résumé, donc, le turbo il vous permet d'investir sur un sous-jacent sans immobiliser la totalité du montant de la position. La cotation du turbo, elle est symétrique par rapport à celle du sous-jacent. Il n'y a pas de valeur temps, par exemple, sur un turbo, contrairement à un varant, par exemple. Donc, il permet bien sûr de bénéficier d'un effet de levier. Une caractéristique bien sûr très importante sur les turbos, c'est que la barrière de désactivation, elle agit comme un stop et elle est là justement pour, je dirais, vous protéger, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'appel de marge et donc la perte maximum sur un turbo correspond au montant global de votre investissement. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas perdre plus que le montant investi. Donc bien sûr, plus la barrière de désactivation est éloignée du cours du sous-jacent et plus l'effet de levier sera faible. Et plus vous allez prendre une barrière de désactivation proche du cours actuel, et plus en effet l'effet de levier sera important. Je rappelle, hein, vous avez une vidéo hein, dédiée donc à l'utilisation des turbos, ou en tout cas aux différentes caractéristiques. Là, c'est vrai que je les ai reprises sur un mode un peu rapide. Alors, je vais simplement vous représenter la plateforme IG, la plateforme Turbo. Je vais changer d'écran. Voilà, juste le temps pour moi de changer. Voilà, vous avez ici, alors j'utilise un compte de démonstration pour cette présentation. Je rappelle que si vous le souhaitez, bien sûr, vous pouvez faire l'ouverture d'un compte de démonstration, c'est gratuit. Je pense qu'aujourd'hui, IG est la seule plateforme proposant un compte de démonstration sur Turbo. Donc vous allez pouvoir aussi bien acheter, vendre des positions avec de l'argent virtuel. Donc je vais ici sur le compte Turbo 24, je fais accès à la plateforme. Alors donc on parlait du CAC 40, donc nous allons reprendre la liste des turbos sur le CAC. Je vais donc aller ici en haut à gauche sur la rubrique indice et nous allons choisir CAC 40. Vous avez le cours actuel ici, hein, 6610, et nous allons choisir ici un turbo long, puisque d'après ce que j'ai retenu Alexandre, donc a priori la zone tampon est plutôt aux alentours de 6400, 6350 Oui. points environ, ce qui veut dire que ici on pourrait, pourquoi pas, vous voyez la zone se retrouve à peu près ici, hein, là sur le graphique. On pourrait, pourquoi pas, choisir une barrière de désactivation aux alentours de 6400 points. Vous voyez par exemple ici, hein, j'ai le 6402, voire un petit peu en dessous. On va plutôt prendre ici le turbo avec la barrière de désactivation à 6402 points, 6402.8 exactement. C'est un turbo ayant un effet de levier 28 et vous avez ici la cotation en temps réel, bien sûr, du turbo. Alors, je vais le choisir. Vous voyez, on a ici donc la barrière de désactivation. Cela veut dire que si le marché vient toucher à un moment ici ce niveau de knockout, hein, KO comme knockout, barrière de désactivation, eh bien notre turbo est désactivé. C'est-à-dire que plus on va ici descendre vers 6400 et plus notre turbo va perdre de la valeur. Donc là, ce que nous pouvons faire éventuellement, c'est ouvrir une position. Donc ici, je vais cliquer sur achat. Je vais ouvrir une position. Alors ici, pour l'exemple, je vais ouvrir une position au marché. Nous allons ouvrir une position donc sur 1000 turbos. Cela représente un nominal d'un petit peu plus de 2000, un petit peu plus de 2000 euros, 2400 euros. Et il me suffit simplement de faire aperçu de l'ordre et ici, placer un ordre.
Voilà, donc mon ordre est exécuté. Je suis donc en possession ici de 1000 turbos. Donc bien sûr, mon objectif, là je suis sur un turbo long. Donc l'objectif, c'est de jouer la hausse du marché. Alors ici, bien sûr, vous allez pouvoir monitorer votre position. Pour l'instant, sur cette position, je n'ai pas d'ordre de vente en cours. Je peux placer un ordre de vente. Selon toi, Alexandre, quel serait l'objectif, je dirais, idéal pour Ce serait revendre de cette remonter, position? à 6009 en fait, hein, d'aller chercher, si le marché fait un double creuse, d'aller chercher la zone Ici? des la zone précédente, 6009, 6950, voilà, de retrouver le sommet avant d'accélérer au-delà des 7000 points. Alors, vous voyez la question qui revient régulièrement sur les turbos. Alors ici, vous avez un turbo qui cote 2,40. Comment savoir, comment connaître le prix du turbo quand le marché vient toucher 6009? Bien, vous voyez ici, je suis sur la position, enfin sur l'onglet vente. Il me suffit de cliquer ici, par exemple, sur ordre limité, et je vais utiliser ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le pricer, qui est un outil qui vous permet de calculer par rapport au niveau du sous-jacent le prix de votre turbo. Donc ici, vous voyez, je mets 6009 et vous avez ici une estimation du prix du turbo. Donc vous voyez, pour un turbo que nous avons acheté à peu près 2,40, hein, vous avez ici une estimation si vous placez un ordre limite sur 5,29. Voilà, alors je vais pas forcément placer l'ordre. On va rester sur cette position. Je pourrais tout à fait transmettre l'ordre de vente. Voilà, simplement ici pour vous remontrer la position. Donc nous sommes entrés ici. Nous avons notre barrière de désactivation. Donc si le marché vient toucher cette barrière de désactivation, notre position sera donc clôturée. Je rappelle que sur les turbos, bien sûr, si le marché évolue en votre défaveur, vous n'êtes pas obligé d'attendre que le marché aille toucher votre barrière de désactivation. Vous pouvez agir à n'importe quel moment sur votre position et la revendre, pourquoi pas. Alors bien sûr, soit avec une limite, soit ajouter un stop sur cette position si celle-ci évolue dans le mauvais sens. Sachant que le stop, il vous permet également, imaginez que la position parte dans le bon sens, vous voyez, la position parte vers le haut. Cela vous permet également, pourquoi pas, de placer un stop sous le cours actuel, ce qui vous permet en cas de retournement du marché, de pouvoir conserver une partie de vos gains, ou en tout cas de sortir flat sur la position. Puisque là aussi, je le rappelle que sur le turbo, la barrière de désactivation ici, sur laquelle vous êtes entré au départ, reste figée. Elle est fixe, quoi qu'il arrive, pendant toute la durée de vie du turbo. Donc voilà, très simplement, vous allez pouvoir ouvrir, fermer des positions. Comme je vous disais, donc fermer la position au marché. Vous voyez ici, donc pour l'exemple, si je souhaite refermer cette position immédiatement, vous voyez, vous faites ordre au marché et on fait simplement aperçu de l'ordre, placer un ordre. Voilà, mon ordre est exécuté, ma position a donc été liquidée. Alors ici, j'ai réalisé une petite perte, puisque le marché n'a pas évolué dans le bon sens, normal, hein. Là, on est sur une position qui a duré à peine 5 minutes. Euh, Par rapport au turbo, il n'y a pas de durée minimum de détention, c'est-à-dire que vous pouvez garder la position aussi bien quelques minutes, quelques heures, quelques jours, quelques semaines, c'est vraiment vous qui décidez. Voilà Alexandre, je vais te relaisser la main Oui, merci sur, Christophe. on passe cette fois-ci sur le DAX, l'indice allemand. Voilà. DAX, on va faire une petite analyse sur le DAX. Donc juste, je vais, ou tu peux me le redonner la main directement et je Je vais vais, te redonner hop. la main. Voilà, enfin deuxième Donc exemple sur le DAX, parce ouais, qu'effectivement, c'est toujours un indice qu'on suit par rapport au CAC 40, qu'on suit aussi par rapport à des thématiques du moment. Donc on voit que ce qui a freiné un petit peu voilà, je vais juste reprendre remontrer l'écran. On a une thématique toujours liée aussi à on sait que l'Allemagne est exposée sur ses valeurs exportatrices, donc la dynamique du commerce mondial est importante. La dynamique de la Chine est importante également. C'est sûr que si la Chine affiche des signaux de faiblesse, eh bien on va avoir des valeurs exportatrices allemandes qui peuvent être un peu pénalisées par ce côté de ralentissement au niveau mondial. Et puis après, vous avez des facteurs techniques aussi qui jouent beaucoup, qui peuvent jouer, qui viennent s'ajouter aux éléments un peu macroéconomiques. Vous voyez le DAX, une vue que vous connaissez probablement déjà, une vue assez dézoomée. Pardon, je reviens sur la vue, où on voit tout le chemin qui a été parcouru depuis le point bas de mars 2020, plein cœur de la crise, et puis on voit cette dynamique. Vous reliez en fait les deux points simplement, point le plus bas de mars, point intermédiaire ici, et on voit que oui, sur le test ici, vous voyez, j'ai épaissi les traits, même si des traits extrêmement fins, on aura un contact très très précis entre ces deux obliques. Vous voyez, sur ces deux obliques, l'oblique des sommets de 2015 et 2017 qu'on prolonge, qu'on a tapé ici, et cette très grosse oblique qui passe par ces deux points bas,
qu'on retrouve également ici. Et on voit que le marché a végété pas mal de temps, hein. Il a marqué par rapport à ce sommet ici, on a marqué un nouveau sommet, mais sans, vous voyez, sans accélération dynamique. C'est-à-dire que ça casse, ça végète en zone haute, et puis à un moment donné, voilà, il n'y a pas d'argument pour aller plus haut en termes hein, d'appétit pour le risque, en fait, hein, par rapport à toutes les thématiques qu'on a citées précédemment, prix des matières premières qui grimpent, la Chine, question de tapering en Europe, etc. Peut-être un peu d'incertitude aussi par rapport aux élections allemandes qui arrivent, même s'il y avait un changement par contre de gouvernement, un changement de sensibilité politique plutôt. S'il y a un cap, on va dire, plus au centre ou à gauche, normalement pour les marchés, ce ne serait pas forcément, je vais dire, une mauvaise chose dans la mesure où par rapport à l'aspect budgétaire, à la rigueur budgétaire, au contraire, ça pourrait signifier des investissements, une dynamique un peu plus importante. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le thème politique ne doit pas être, je pense, central dans l'approche du DAX à court terme. C'est plus des éléments, je pense, d'ordre vraiment des éléments mondiaux, quoi, hein, la question de la dynamique du commerce mondial pour un marché qui est très exportateur. L'appétit aussi intérieur est important, hein, donc les questions d'inflation comptent dans cette appréciation-là. Et ce qu'on voit, tout ceci, c'est que ça fait un peu pression au point qu'on a cassé, et on est toujours pour l'instant sous cette dynamique haussière en fait, hein, cette trendline un peu particulière, mais on est passé un petit peu en dessous. Et si vous zoomez donc un petit peu, enfin, je vais rester là-dessus d'ailleurs, vous voyez le terrain du DAX, si ce contexte reste en l'état, ce qui est un risque mesuré, mais qui est un risque quand même, c'est que le terrain de jeu devienne cette zone-là, en fait, hein, entre les deux obliques, et qu'on navigue, je vais être large, mais qu'on navigue entre une zone de 15 200, 15 200 points et les points hauts historiques qu'on a touchés ici. Voilà, donc le risque, c'est qu'on a en fait une pente, vous voyez, qui s'écrase un petit peu, qui latéralise un petit peu quelque temps, sur un cas, un peu comme pour le CAC, si vraiment il y avait un moment donné un stress un peu inattendu, une faillite en Chine, enfin quand je dis inattendu, Evergrande on l'attend, donc c'est pas forcément inattendu, mais c'est une réaction un peu plus défensive du marché sur une situation qu'on observe et qui dégénère un petit peu, sans parler de risque systémique pour autant, on pourrait très bien même taper ça et passer un peu en dessous. Je pense encore une fois que ça ne remettrait pas en cause le trend haussier, ça participerait à la consolidation, ça participerait à une phase un peu plus nerveuse, mais qui, dans son tableau d'ensemble, soit simplement une phase un peu de prise de gain qui, selon moi, serait limitée dans des zones, vous voyez, je pense pas qu'on revienne visiter les anciens sommets historiques pré-Covid, vous voyez, les niveaux de 2020 ou autres, ça pour moi c'est vraiment des cas extrêmes si on allait là, et même en parlant de cas extrêmes, prenez la cotation que vous avez ici à 14 100 points, même si on décrochait maintenant jusqu'ici, là effectivement on lâcherait une dizaine de pourcents, c'est pas la fin du monde quand on voit d'où on arrive. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on a une phase qui est une phase de respiration actuelle qui est assez légère, si elle venait à se densifier un petit peu, ce qui est un risque dans le contexte actuel, ça ferait partie de ce phénomène de consolidation, mais je ne pense pas qu'on ait un sommet qui puisse ensuite se traduire par une redescente longue, durable, de laquelle on ne sorte que dans quelques années. Vous voyez, c'est plutôt un phénomène plutôt latéral que j'anticipe dans un scénario plus défensif pour le DAX. Alors si on zoome après, et je te redonnerai la main Christophe dans la foulée, on a une zone qui est très bien délimitée sur le DAX, qui est très belle à regarder parce qu'il y a analysé et à travailler aussi du coup, parce que les niveaux sont propres. On a une vision d'ensemble qui est assez nette. Oui, on a actuellement, bon, où on se parle, on a un futur DAX qui est toujours à 15 000, donc un CFD, hein, 15 670 points. Donc c'est quasiment les mêmes niveaux que j'avais lors de la capture d'écran cet après-midi. Les niveaux, vous les avez à l'écran. En gros, on voit que là, le marché a décroché, avait marqué un record historique. Tous ces thèmes qu'on vient d'aborder ont fait baisser un petit peu le marché pour le faire revenir, vous voyez, sur une zone qui était une zone, l'ancien petit sommet que vous aviez ici, que le marché a bien retravaillé ensuite en résistance, en support, vous voyez, plusieurs fois ici, encore ici. Vous voyez qu'on l'a retapé une première fois. On tente de partir, mais il n'y a pas assez d'appétit pour qu'on mette le gap pour l'instant et pour revenir ici. Donc, le risque que l'on a à court terme, c'est que si on voit que ce soir sur les futurs ou demain sur les futurs plus le cash, ben, vous commencez à voir, et donc le CFD, vous commencez à voir hein, le 15 006 à nouveau, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une espèce comme ça de dynamique qui se casse. Là, ça peut encore faire ça, latéraliser un peu, repartir. Vous voyez, si ça retombe, que ce rebond vous en gommez 50-70% en retombant sous 15 006, l'objectif peut être technique à court terme de shorter entre guillemets l'indice, hein, de vendre l'indice pour viser le premier support à 15 500 et pourquoi pas jouer, hein, si on voit que les futurs américains sont mal orientés, que la partie chinoise est toujours instable ou autre, pourquoi pas viser l'oblique inférieur qui se trouve à 15 200 sans pourtant que ce soit inquiétant. Vous voyez, on peut taper une fois, deux fois, trois fois, rebondir un peu puis repartir. Vous voyez, donc là effectivement pour l'instant il y a un côté un peu défensif comme dans l'analyse que l'on peut faire de cet indice là, mais pas sur le niveau actuel. Il faut qu'on sente que ça s'épuise, que ce rebond qui pour l'instant stagne, qu'il s'épuise et qu'il tombe sous 15 006. Et là, 15 500 dans le viseur et 15 200 potentiellement. Pour avoir de l'appétit aussi sur cet indice-là, pour moi, il n'y a pas autre choix que d'attendre le sommet. Il faut que le sommet
par le fait qu'il soit retesté, nous montre que justement ceci n'était qu'une phase de pullback en fait, hein, sur une zone technique et que l'on reprenne derrière le sommet avec un contexte qui justifie de reprendre le sommet, une situation qui s'améliore en Chine avec une bonne stat par exemple ou des mesures de la Banque centrale ou je sais pas la Fed la semaine prochaine qui nous annonce que finalement voilà, elle ira tout doucement sur le tapering, que ça pèse de marché. Vous voyez, il faut qu'on comprenne pourquoi, quels arguments font quels éléments macro font qu'on revienne sur le sommet. Et à partir de là, si on a des éléments macro plus une confirmation technique parce qu'on tape le sommet, là effectivement derrière, il y a cette oblique, on ne va pas du coup à l'écran jusqu'où elle monte, mais vous tracez ces deux points hauts ici, un d'avril, point haut de juin, vous voulez prolonger, et ça vous donnera à partir de la cassure du sommet, je l'ai plus en tête, hein, je suis désolé, mais voilà, le point haut ici c'est 16 020 points, 16 030 points, à partir du moment où ça casse, je pense qu'on peut décemment viser un rallye de 300-400 points, vous voyez, viser un 16 000, 2, 3, 4% de hausse à minima dans un premier temps, donc on peut viser un 16 500, 16 600 points sans trop de soucis à partir du moment où on retrouve la résistance. Voilà. Donc pour l'instant, c'est plus le thème actuel, c'est est-ce que ce rebond s'essouffle au point de retomber à 15 006? Si oui, si c'est ce qu'on observe ce soir, demain, hein, sur les futurs ou sur le cash, dans ce cas-là, effectivement, je pense, notamment si ça vient parce que les États-Unis corrigent aussi, dans ce cas-là, je pense qu'on n'échappera pas à un 15 500, voire un 15 200 dans un premier temps, qui participera à la consolidation générale, qui ne sera pas un signal inquiétant pour autant, mais si on peut hein, de manière opportune exploiter cette phase de retracement et la jouer, pourquoi pas. Voilà, Parfait. Christophe, pour Écoutez, cette analyse. c'est très clair et très intéressant. Alors justement, je vais transposer ça sur un exemple sur le turbo donc DAX. Alors je reprends la main. On retourne sur la plateforme de négociation. Donc j'ai ici à l'écran le graphique du DAX qui lui est en journalier. Donc par rapport aux objectifs que tu as donnés, Alexandre, on voyait bien le range horizontal hein, entre les 16 000 et les 15 500. A priori, donc, on pourrait avoir une correction ou un retour assez rapide sur les 15 500, notamment par rapport à l'essoufflement hein, de la tendance dont tu parlais. C'est Alors ça. ici, on pourrait justement, par rapport à ça, choisir cette fois-ci un scénario baissier, contrairement à l'exemple que l'on avait pris tout à l'heure sur le CAC 40, puisque je rappelle, les turbos, avec les turbos, vous allez pouvoir anticiper soit un scénario haussier dans le cadre d'un turbo long, ou soit un scénario baissier dans le cadre d'un turbo short. Donc ici, j'ai cliqué sur short. J'ai les différentes barrières de désactivation disponibles. Alors bien sûr, pour les plus audacieux, vous voyez, on peut choisir une barrière de désactivation assez proche du cours actuel. Vous voyez, la première ici est à 15 780. Alors, c'est vrai que si le marché ne part pas dans le bon sens, le risque de désactivation est quand même imminent, hein. Vous voyez que l'effet de levier ici, il est important, il est de 90. Et plus on va, je dirais, remonter dans l'échelle des barrières de désactivation. Vous voyez, par exemple, si je prends ici la barrière de désactivation à 16 005, on la voit également représentée sur le graphique, on est sur un effet de levier qui est quand même un peu plus de 2 fois moins important que la première barrière ici. Donc, on pourrait très bien partir sur ce scénario, ici à 16 005 points, puisque globalement, hein, si on vient refranchir les 16 000, grosso modo, le marché a de fortes chances ensuite de réaccélérer, hein. C'est bien ça, Alexandre, hein. Enfin, c'est en tout cas Oui, c'est l'analyse que ça. j'en fais par rapport à ce que Oui, tu c'est ça. nous Voilà. as. Si le bottom est marqué, qu'on réaccélère sur le sommet, effectivement, là, il y a enfin, là, il y a un sommet historique, il y a effectivement une grosse probabilité que tous les indices européens, hein, pas que le DAX, mais que tous repartent dans un cycle haussier plus pérenne. Alors, bien sûr, on pourrait être encore moins audacieux et prendre je dirais, une barrière de désactivation plus éloignée, c'est-à-dire ici réduire l'effet de levier. Vous voyez, se positionner en quelque sorte en stop, hein, en barrière de désactivation encore au-delà des 16 000 points. Alors bien sûr, le prix du turbo, plus vous allez prendre une barrière de désactivation éloignée et plus le prix du turbo, lui, sera important. Donc ici, je vais prendre celui-ci. On va vraiment partir sur un scénario assez, entre guillemets, alors pas safe, hein, mais moins risqué. Donc, je choisis ce turbo. Vous voyez que la barrière ici est représentée. Et de la même manière, comme tout à l'heure, je peux placer un ordre au marché. Alors, et je vais être un petit peu moins gourmand ici. Vous voyez, je vais adapter la taille de ma position par rapport à la taille globale de mon portefeuille. Je vous rappelle que c'est important hein, dans le cadre d'un bon money management de toujours bien adapter la taille de votre position en fonction de votre portefeuille et de votre appétence au risque. Donc ici, je place une position pour 500 turbo. Je fais aperçu de l'ordre, placer un ordre. Donc ma position est exécutée. Vous voyez, je suis en position et je peux, comme tout à l'heure, utiliser mon pricer
pour déterminer éventuellement le prix de sortie de ma position, c'est-à-dire d'ores et déjà placer un ordre limite. Ici, en mettant donc, on était plutôt sur un objectif à 15 500 points. Alexandre, hein, un retour sur les 15 500, c'est bien ça? Oui, c'est à 15 500 et qui serait la porte ouverte du coup si ça accélérait un peu plus fortement, même à des 15 200 ensuite. Mais l'objectif initial était 15 500. Ouais. Alors, rien ne nous empêche éventuellement de placer un ordre limite, par exemple, sur la moitié de notre position, c'est-à-dire sur 250 turbo sur le niveau ici des 15 500 points, c'est-à-dire sur le turbo 6,25, et puis placer un autre ordre limite, par exemple, sur les 15 250, hein, c'est bien ça, à peu près? C'est ça, Christophe, c'est un 15 OK. 200, 15 250. Ouais. Voilà, ce qui nous donnerait ici un niveau donc de 8,75 € sur la valeur de mon turbo. Donc vraiment, vous êtes libre d'agir comme bon vous semble et comme tout à l'heure. Vous voyez ici, je suis en position. Si vous souhaitez liquider tout ou partie de votre position, tant que la barrière de désactivation n'est pas touchée, vous êtes libre d'agir sur celle-ci et enfin, d'agir sur la position et de pouvoir liquider une partie ou la totalité de cette position. Ben voilà ce qu'on pouvait dire sur la partie turbo, Alexandre. Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaitais rajouter sur la partie marché? Ou éventuellement, est-ce que vous avez des questions dans le chat? Moi, c'est bon, j'ai plus d'éléments à rajouter. Hein. Seulement inviter les participants qui s'intéressent aussi à bien à la macro technique, à suivre donc tous les market live qu'on fait toute la journée, tous les matins à 11 h. Et puis Vincent également hein, le mardi, mercredi et jeudi à 16 h. Et puis également, on est présent sur les réseaux. Donc, hein, voilà, les market live, c'est sur la chaîne YouTube d'IG que vous les trouvez et vous pouvez vous Voilà, abonner pour recevoir les notifications. je l'ai mis à l'écran, hein, la chaîne YouTube d'IG, sur laquelle en effet vous pouvez vous abonner, activer la clochette des notifications. Alexandre, on te retrouve tous les jours à 11 h dans le cadre du Market Live. C'est ça, et ça peut être donc vu en replay également pour ceux qui ne peuvent pas le suivre parce qu'ils par exemple travaillent dans la journée. Là, c'est disponible dès la fin du Market Live. Vous avez le replay qui est disponible sur la chaîne YouTube d'IG. Et d'ailleurs, ce qui est drôle à constater, hein, c'est qu'il n'y a même pas des jours, on fait même plus de vues en replay par exemple que pendant le live. Donc hein, c'est pour ça que c'est opportun parce qu'on voilà, on laisse tout ceci en replay et plusieurs jours après pour ceux qui voudraient même revoir certaines parties d'émissions. Alors j'ai une question, c'est peut-on scalper les turbos? La réponse c'est oui, puisqu'il n'y a pas de durée de détention minimum, c'est-à-dire vous pouvez ouvrir une position et la refermer si vous voulez dans les quelques secondes qui suivent. C'est vraiment libre, vous êtes libre d'agir comme bon vous semble sur la position. Donc pas de, comme je disais tout à l'heure, pas de durée minimum en termes de détention sur une position. Vous pouvez ouvrir et refermer la position quand vous le souhaitez. Alors je regarde s'il y a d'autres questions. A priori ce soir c'est plutôt calme du côté des questions. Eh bien écoutez, s'il n'y a pas de questions supplémentaires, moi je vous donne rendez-vous demain pour la dernière session, donc en compagnie de Cédric Damestois, pour l'analyse du marché en temps réel avec différents indicateurs. On verra donc moyenne mobile, RSI, MACD, je dirais des classiques dans la littérature de l'analyse graphique. Alexandre, on te retrouve demain, donc dans le Voilà, cadre demain du matin. Market Time, Voilà, de Market Time à demain 11 h, matin et à puis 11h. voilà, demain matin à 11 h effectivement, et puis sur les réseaux aussi toute la journée, hein, sur Twitter notamment, je suis assez actif sur Twitter, donc deux canaux pour communiquer. Eh bien, merci Alexandre, merci à toutes et à tous pour votre attention, merci pour vos messages également sympathiques dans le chat là sur le webinaire. Et puis, ben, je vous donne rendez-vous de mon côté demain également. Merci à Merci, tous, bonne soirée. Au merci, bonne revoir. soirée. Au revoir.